Bonsoir Arnaud, Bonsoir Mali. heureux de te recevoir à nouveau Merci pour beaucoup. cette entrevue fondamentale. On va l'appeler fondamentale parce qu'elle va aborder une question qui est extrêmement importante, extrêmement intéressante et extrêmement novatrice parce qu'elle est peu abordée ailleurs et elle est tellement fondamentale qu'elle va déterminer beaucoup d'autres entrevues qu'on a déjà eues et c'est la question du faux self de Lévitan. Avant de commencer cette entrevue, je demanderai à toutes les personnes qui visionnent cette entrevue d'appuyer sur la petite cloche et d'appuyer sur le petit bouton s'abonner. Ça nous soutiendra dans le travail qu'on est en train de faire et qui nous prend énormément de temps et d'énergie. Alors, Arnaud, avant de commencer cette entrevue, peux-tu un tout petit peu nous définir qu'est-ce que le faux self? Qu'est-ce que le faux self de Lévitan? Donc d'abord, qu'est-ce que le faux self et en quoi le faux self de Lévitan a quelque chose de particulier qui le distinguerait des autres faux self que peuvent avoir non seulement les gens d'autres styles, qui ont un autre style d'attachement, voire d'autres individus. Alors, peut-être commencer par essayer d'expliquer ce que le vrai self. D'accord. Le vrai self, c'est un moi authentique, spontané, créatif. On observe ça chez les enfants qui naissent dans des familles où ils se sentent en tout cas sécures. Donc ils n'ont pas peur de s'exprimer tels qu'ils sont. Et donc ils ont facile avec toute forme d'expression, tout ce qui leur passe par la tête, ils peuvent le matérialiser en quelque sorte, le concrétiser. D'accord. Et donc le faux self, évidemment, c'est l'inverse de ça, c'est-à-dire pas de spontanéité, pas d'authenticité, et pas parce qu'ils sont nés comme ça, mais parce qu'ils ont dû faire face à un environnement qui n'était pas très favorable à l'expression de cette créativité, de cette authenticité. Du coup, ils se réfrènent et ils présentent quelque chose, un faux self qui va finalement contenter et convenir à l'environnement pour le bébé dès son plus jeune âge, face à sa maman ou à son papa. À la figure d'attachement. À la figure d'attachement. Et donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur le faux self et le vrai self. Et puis c'est un concept qui a été mis en place par Winnicott dans les années 60. Oui. Donc avant Bowlby, avant Bowlby, effectivement. Okay. Déjà même avant les années 60, mais ça a été vraiment diffusé à travers le monde à partir des années 60. Mais il y avait déjà des travaux qu'il avait fait bien avant, avant les années 60. Et donc voilà en fait la différence entre un vrai self et un faux self. Et puis bon, on sait que pour Lévitan, malheureusement, il a dû construire un faux self d'abord en se défendant, c'est-à-dire pour ne pas être rejeté, pour ne pas être... pour pouvoir bénéficier de cette chaleur, il devait convenir aux attentes de son entourage à lui, c'était celui de la figure d'attachement à ce moment-là. Et donc il va mettre les choses en place pour convenir à cette figure d'attachement et en se coupant de lui-même, c'est important. Et donc on revient aux travaux qu'on avait déjà évoqués de Mary Ainsworth, qui disait finalement qu'il pouvait laisser apparaître un faciès neutre, alors que lorsqu'on mesurait les marqueurs de stress, tels que le cortisol ou l'hormone du stress ou les fréquences cardiaques, on s'apercevait en fait que le bébé était en détresse émotionnelle. Donc on est déjà à ce moment-là dans une coupure avec soi. C'est ça. Et c'est-à-dire qu'il y a toute une dimension ici qui est cachée, qui est réfrénée. C'est des émotions qu'on ne va pas laisser exprimer de peur d'être rejeté en quelque sorte. D'accord. Et pour pouvoir aussi ne pas souffrir en fait de l'absence ou de la présence d'une personne d'attachement. Donc c'est-à-dire que c'est une sorte de stratégie d'adaptation qui s'est mise en place d'une manière très précoce dans l'objectif de pouvoir survivre quelque part. Exactement. Survivre psychiquement d'abord. Survivre psychiquement, c'est ça. Et puis physiquement. Je veux dire, un enfant qui ne reçoit jamais de câlin, qui est rejeté
sa plus tendre enfance auquel on ne répond jamais à ses besoins, ben, évidemment que c'est pas la chose la plus favorable. Donc effectivement, il met en place un mécanisme de défense et donc un système d'adaptation. C'est ça. Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir bénéficier de cette chaleur et finalement de contenter quand même un moment d'une certaine manière, ou de la figure d'attachement, tout en gardant quand même mes distances. C'est très intéressant. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, cette stratégie adaptative qui va se mettre en place chez l'évitant va être considérée ici comme structurelle parce qu'elle se met en place très très tôt. Tout à fait. Et on va dire, elle est tellement précoce que quelque part, elle s'enchevêtre complètement dans sa personnalité. On peut dire ça comme ça. C'est ça. D'accord. Et donc, c'est en cela que tu estimes qu'elle se différencie quelque part on va dire du faux self éventuellement d'autres personnes comme par exemple l'anxieux ou d'autres individus qui ont aussi des faux self. Ça veut dire que chez ces gens-là, ce faux self se construisant plus tard dans leur développement, le travail sur ce faux self serait peut-être un peu plus, je dirais, moins compliqué. Oui, on pourrait prendre la chose peut-être même un peu différemment. Et comparer, pour rendre audible finalement le concept faux self à un masque social. C'est ça. Et finalement, on est en droit de se dire, mais tout le monde a un masque social. Néanmoins, il y a quand même une différence fondamentale entre un masque social qui est ponctuel, qui est flexible, qui vise à garder à cacher une certaine forme de cacher son intimité, c'est-à-dire je vais au travail, je suis pas obligé de dire je me suis disputé avec ma femme ce matin, donc ça n'a rien d'arriver énervé au travail en disant voilà comme ça je suis avec mon vrai self. C'est cela. Hein, donc c'est des adaptations, mais c'est un masque on va dire qui est très léger. On le porte, on rentre à la maison après le travail, et puis peut-être on peut après s'énerver sur ce qui s'est passé la veille ou le matin. Pour le faux self de l'évitant, donc ce masque social de l'évitant, on est dans autre chose. On est dans quelque chose de structurel, c'est-à-dire dès l'enfance, il va construire quelque chose, un personnage qui va convenir à son entourage, pour pouvoir bénéficier de tout ça. Donc on est face à un faux self ou un masque social qui est beaucoup plus structurel et qui va être beaucoup plus rigide. C'est-à-dire qu'il est porté très fréquemment pour pas dire tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une manière d'être validé, de pouvoir bénéficier de toute une série de choses, et il a appris ça très jeune de manière tout à fait inconsciente. C'est ça. Mais alors, Arnaud, si je ne m'abuse, l'identité qui est en fait finalement un self qui se confronte au monde extérieur et qui est dans une sorte de dialectique permanente, dans un dialogue permanent justement pour être poli, poli tel que le diamant, c'est-à-dire qu'on le cadre, c'est-à-dire que cette espèce de dialectique entre le self et le monde extérieur qui nous permet de nous ajuster pour créer finalement une identité qui serait plus authentique, chez l'évitant, ne se produit pas, puisque dès le plus jeune âge, il met en place un faux self qui est en fait une forme de défense, une forme de protection, qui a pour objectif d'obtenir cette chaleur relationnelle en relation, par exemple, mais son identité va donc rester plutôt à l'état brut, à l'état initial. Il ne va pas vraiment travailler dessus et il ne va certainement pas être habitué à la confronter à l'extérieur, c'est ça ? En fait, ce qui se passe, c'est que dans la construction de l'identité, et là je me réfère aux théories de Berger et Luhmann, qui sont deux sociologues, un Allemand et l'autre d'origine autrichienne mais américain. Ils vont étudier notamment, je pense que c'est la construction de la réalité, un de leurs livres, mais ils en ont, voilà, enfin bref. Et en tout cas, il y a des concepts tels que la socialisation primaire et la socialisation secondaire. Et en fait, la théorie met en exergue la manière dont l'identité de quelqu'un se construit, l'identité de tout un chacun. Et donc, c'est toujours un va-et-vient entre le monde intérieur et l'extérieur. Autrement dit,
Mali, au bout d'un moment, c'est un exemple, hein, Mali, au bout d'un moment, on se rend compte, enfin, il peut se rendre compte qu'il a une certaine forme d'intelligence, parce qu'en fait, à l'extérieur, des personnes, soit qui se connaissent ou soit qui ne se connaissent pas, lui font souvent des remarques par rapport à ça, ou en tout cas vont souligner cette capacité à pouvoir déduire, à pouvoir réfléchir d'une certaine manière. Mali se dit au bout d'un moment, bon, ben, j'ai quand même quelque chose, j'ai quand même une capacité d'intelligence, de réflexion, et c'est comme ça en fait qu'on se construit grâce aux autres. Les autres sont des sortes de miroirs pour nous et nous renvoient certaines caractéristiques que nous portons et des fois dont nous ne sommes absolument pas conscients. Donc en gros, c'est l'autre qui me révèle à moi-même. Il y a un bel exemple, je le prends très souvent aussi. Et je le tiens de quelqu'un, mais bon, je trouve que il illustre assez bien mon propos ici. On est dans Titanic, donc ça nous rajeunit pas non plus, mais et on a le fameux Jack qui est occupé à dessiner. Je sais pas comment c'est, Kate Winslet, mais c'est quoi son nom d'actrice? Je ne me rappelle plus. C'est Leonardo DiCaprio qui est l'artiste ici. C'est ça, hein. ça. Et donc il la dessine comme ça sur. Il la dessine comme ça en étant sur le bateau, et elle se rend compte qu'il la regarde et qu'il la dessine, et puis au bout d'un moment il lui révèle son dessin. Elle regarde le dessin d'elle-même, et là elle se trouve super belle, gracieuse, élégante, etc., etc. Elle était dans une situation où son promis, son futur mari, était alors évidemment, pour l'exemple, plutôt quelqu'un de frustrant, de frustré, qui lui renvoyait pas du tout une image positive d'elle-même. Et donc on peut dire qu'elle s'est rendue compte, elle a pris conscience finalement qu'elle avait une certaine élégance, une certaine grâce, suite au dessin qui la révèle finalement. C'est ça. C'est-à-dire le regard de DiCaprio sur ce qu'il voit lui. C'est ça. Donc en fait, oui, cette identité se construit dans une dialectique avec le monde extérieur, et ça nous donne une sorte de rapport relativement sain avec ce qu'on appelle la réalité, qui nous positionne d'une manière correcte, c'est-à-dire à l'intérieur de cette constellation d'éléments que sont les autres êtres humains. Et donc, on peut savoir exactement où on se situe. Et voilà, c'est exactement ça. Et puis après, il y a une autre dimension qui est une sorte d'ajustement. C'est de rendre finalement plus fin le reflet brut qu'on nous renvoie de l'extérieur. C'est cette dimension où on s'introspecte. C'est-à-dire que, OK, on reprend ton exemple. Enfin, l'exemple que j'ai pris par rapport à toi, OK, Mali, finalement, se rend compte qu'il a quand même une capacité de réflexion, d'analyse, que les gens trouvent plutôt pertinente. Et puis, il se dit avec lui-même, tiens, OK, c'est vrai, j'ai l'impression, je comprends ce qu'ils veulent dire. Et puis, bon, finalement, il y en a autant qui me disent ça. Mon groupe de copains, OK, ils me connaissent tous, mais là, il y a des gens que je ne connais pas, qui, eux, en fait, disent la même chose. Donc, je finis par y croire. Donc ça construit mon identité d'une certaine manière, mais l'affinement ici sera que je vais me dire, OK, ils disent que j'ai cette capacité de réflexion et tout ça, mais moi je sais que ça se passe dans tel et tel domaine de pensée ou tel domaine de prédilection, peu importe. Hein. C'est ça. Mais donc tu pourras affiner la chose. Mais donc on a bien un reflet d'un miroir externe, donc les autrui significatifs, les autres qui te renvoient quelque chose, et puis toi qui viens affiner la chose de manière encore plus précise. Et d'une manière introspective. Et d'une manière introspective. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vraisemblablement, pour l'évitant, ça ne se passe pas de cette manière-là, pour une raison assez simple, c'est que pour pouvoir avoir le reflet le plus approprié, le plus juste, le plus proche de ce que nous sommes d'une certaine manière, c'est d'être ce petit enfant ou ce bébé qui était spontané, créatif, authentique. Plus je suis authentique avec l'extérieur, et plus on m'en renverra quelque chose qui se rapproche de qui je suis. C'est ça. Et toute la problématique, elle se pose là. Parce que pour l'évitant, justement, ce qu'il va proposer au monde, ça va être principalement son faux self.
C'est-à-dire une image idéalisée de lui-même qu'il s'est construit, rappelons-le ici, quand même dans un but d'abord de se défendre contre l'intrusion, de se défendre contre le rejet, de se défendre contre des émotions aversives. Mais finalement, il se sent bien avec cette identité de ce personnage idéalisé qu'il se construit, c'est-à-dire un personnage finalement qui arrive à briller au travail, dans les relations amicales, et finalement c'est une manière d'être au monde. Le problème, c'est que si on présente un faux self, c'est que le reflet que je vais avoir, moi, en tant qu'évitant avec ce faux self, c'est une image un peu tronquée de qui je suis. C'est pas une image authentique, c'est ça? Disons que c'est pas une image authentique parce que je demande à être confirmé ou à être validé sur un faux self. Et donc, la question ici qui se pose, c'est toute cette partie, finalement, que l'évitant à réprimer dès son plus jeune âge. Là, je renvoie toujours aux travaux de Mary Ainsworth, qui est finalement que on a une sorte d'intériorité qui est à la fois quelque chose qui va lui permettre de se défendre contre l'extérieur, c'est-à-dire de ne pas être intrusé, par exemple, et à la fois surtout ne pas montrer ce qui se passe en moi. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas paraître faible, je ne veux pas me sentir vulnérable, je ne veux pas être à la merci des gens qui pourraient me faire du mal à l'extérieur. Mais donc toute cette partie-là, c'est cette partie que je ne vais pas proposer à l'extérieur. Et là, quand on parle de l'identité, c'est la question ici qui se pose, c'est si j'ai une partie dont je suis coupé, expressément, et on sait pourquoi, donc c'est-à-dire de manière non intentionnelle, c'est important, et que j'en suis coupé, et qu'à la place je propose un faux self, avec cette partie dont je suis coupé, et qui est, à l'intérieur de moi, et que je ne la propose jamais à l'extérieur, finalement, on ne peut pas me renvoyer quelque chose par rapport à ça. C'est ça. Et donc ça fonctionne quelque part, cette dimension que j'ai réprimée, que j'ai cachée, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais faire valider par l'extérieur. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'aurais peur de mettre ça en avant. Alors, ce que tu viens de dire est très intéressant parce que c'est confirmé par une étude de Emery et son équipe de 2018. Conclusion de l'étude, donc il y a beaucoup moins de récompense qui est liée au lien pour l'évitant, puisque il se dévoile peu, et donc il reçoit très peu de feedback authentique qui peut renforcer son vrai self. C'est-à-dire qu'en fait, ce vrai self n'est jamais véritablement confronté, puisqu'en fait c'est le faux self qui on va dire qui domine, évidemment dans l'objectif d'obtenir ici en relation en tout cas une chaleur relationnelle, mais qui ici va renvoyer à une question qui m'intrigue un tout petit peu, et je sais que on en a déjà beaucoup parlé, mais qui quelque part renvoie à l'idée que pour l'évitant, il se sent, ou en tout cas il pense que s'il montrait la réalité de ce vrai self, il serait rejeté ou il ne serait pas aimé, ou en tout cas que c'est une version faible de lui-même, c'est une version qu'il ne faut certainement pas montrer. Donc il y a une sorte de volonté de cacher quelque chose qu'il perçoit lui-même comme très faible et comme très vulnérable. Oui, mais dont il n'est plus réellement conscient. En réalité, c'est un automatisme qui s'est créé au départ, donc c'est pas quelque chose de réfléchi. C'est quelque chose d'abord d'inconscient, mais c'est un système d'adaptation, donc un mécanisme de défense, la construction d'un mécanisme de défense. Donc le propre d'un mécanisme de défense, c'est qu'il est inconscient, et que donc tout ce qu'il va réprimer, il va s'habituer à réprimer ce qu'il ressent comme émotion aversive et toutes ces choses-là, qui font finalement que ce sont ses vraies sensations. Normalement, ça devrait être sa spontanéité, mais tout ça, il en a eu peur. Donc après, ça devient un automatisme. Dès qu'il sent finalement cette personnalité profonde qui est la sienne, c'est-à-dire ce vrai self en quelque sorte, il en a peur. Donc plus tard, lorsqu'il sait que finalement on ne change pas une équipe qui gagne, le faux self, il a permis de survivre. Non seulement de survivre, mais en plus de ça, de remporter plein de victoires. De survivre, de se protéger, de se sentir quelque part, pas invulnérable, mais intouchable finalement, émotionnellement, par une douleur de rejet.
Oui, et puis remporter des victoires finalement dans l'environnement qui nous entoure. C'est ça. Au travail, dans l'amitié. Donc c'est quelque chose qui fonctionne. Pourquoi est-ce que je renoncerais à ça? C'est ça. Mais on va revenir à cette question d'équipe qui gagne justement dans l'évolution du faux self durant, si tu veux, une relation de l'évitant. Maintenant, Arnaud, explique-nous un tout petit peu, quelqu'un qui vit essentiellement à travers un faux self, bon, déjà, ça doit être très fatigant. J'imagine, parce qu'en fait, quelque part, c'est un peu comme si je suis un acteur, je joue dans un film à Hollywood, mais que je joue pas juste 8 heures par jour, je dois jouer beaucoup plus que ça. Oui. C'est tout à fait normal qu'à un moment donné, j'ai envie de me retrouver seul. Tout à fait. Et plus du tout avec les gens autour de moi pour pouvoir me retrouver seul et m'autoréguler. Donc, pour m'autoréguler, pour pouvoir me relâcher aussi. Pour pouvoir me relâcher. Donc, ça veut dire que, finalement, ici, la volonté de prise de distance de l'évitant est aussi une manière de s'autoréguler parce que, justement, ce faux self est dominant et il est très fatigant à maintenir en vie en permanence. Oui. Oui. J'ai pas envie de faire ici de parallélisme avec des questions plutôt... Mais qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça? Mais que c'est très fatigant, finalement. Oui, c'est fatigant. C'est très fatigant. C'est-à-dire qu'en fait, le faux self qui devient finalement le principal personnage qui est mis en avant dans les interactions va premièrement couper l'évitant de lui-même ou d'elle-même, et deuxièmement, c'est très fatigant. Et là, je renvoie à l'idée, enfin en tout cas, à pas mal d'interviews qu'on a pu avoir avec quelques évitants et qui nous... Parce qu'on lit un tout petit peu tous les commentaires des évitants, surtout dans les forums où ils se retrouvent un peu entre eux et où ils peuvent parler, on va dire, d'une manière beaucoup plus libre, sans filtre. Ils relatent souvent cette sensation de vide intérieur, cette sensation de, pas de mort, mais de, ils ne sont pas dans leurs chaussures, ils se sentent pas à leur place, une sensation de mort. Et à chaque fois qu'ils rencontrent peut-être des gens qui sont plus alignés, plus authentiques, ils aiment ça, ça leur redonne une sensation de, tiens, il y a quelque chose de vivant. Et cette sensation de vivant, juste pour terminer cette partie, est souvent remplacée chez eux par des activités de type dopaminergique, c'est-à-dire des activités qui exacerbent un tout petit peu les sensations, comme des activités telles que des voyages, des festivals, des concerts, des spectacles humoristiques ou des sports extrêmes, qui vient quelque part émuler cette sensation de vie. C'est-à-dire, en fait, à force d'être dans une sensation de vide, les activités dopaminergiques, c'est-à-dire les activités qui les stimulent, leur remplacent, si tu veux, quelque part, cette activité de vie. Alors, il y a au moins 4 ou 5 études qui en parlent. Je ne vais pas nécessairement les citer ici, mais tu as une étude de 2010 de Gilead Sesco-Shaver, qui est une personne renommée sur l'évitement, Chun, Gruda et compagnie en 2022. Parce qu'en fait, ces activités ne nécessitent ni vulnérabilité, ni engagement profond, évitant ainsi le risque relationnel. Et donc, ici, l'étude de Sesco, Shaver et Chun en 2010, tout ce qui est nouveauté, excitation sensorielle et la performance remplace ici la chaleur relationnelle. Enfin, je voulais juste te dire cela pour te dire finalement que quelque part, non seulement ça doit être très fatigant, mais parle-nous un peu de cette sensation d'être coupé de soi-même. Moi, je renvoie à l'idée au livre de Gwenaël Percio, Coupé de soi, coupé des autres, qui est un livre que je recommande d'ailleurs à nos auditeurs. Donc, comment est-ce que donc, le fait d'être coupé de soi entraîne cette espèce de sentiment de vide? Alors oui, mais d'abord revenir sur la question finalement de la fatigue. D'accord, oui, vas-y. De la fatigue occasionnée. Effectivement, bien qu'ils aient l'habitude de se retrouver dans finalement dans ce type de fonctionnement, ça n'enlève en rien le fait que ça demande beaucoup d'énergie de jouer constamment un personnage. Pourquoi? Parce que en fait, ça doit être un personnage le but, c'est toujours de convenir à l'autre. Donc, il y a une dimension quand même extrêmement normative. Donc, dans les groupes, ça va être sympa, être finalement comme on pense qu'on nous attend, devenir ce qu'on pense qu'on doit être, que ce soit dans les groupes, au travail. Et donc, il y a une dimension comme ça, très, très conformiste, pour pouvoir convenir justement et retirer un bénéfice ici, c'est-à-dire un reflet de miroir positif. Finalement, ils sont toujours sympas en groupe, ils sont d'une certaine manière au travail. Et en fait, chaque fois, ils reçoivent, si pas des compliments, en tout cas, ils ont plutôt un retour favorable. Or,
Comme je l'ai déjà dit au préalable, c'est que c'est marcher constamment sur des œufs, parce qu'il faut être attentif, il faut pouvoir se contrôler. Et donc, tant qu'on nous renvoie une image positive, c'est-à-dire qu'on confirme finalement cette identité du faux self et qu'on la valide positivement, ça se passe plus ou moins bien. Néanmoins, pour l'évitant, lorsqu'il doit récupérer, c'est pour ça qu'il a besoin de se retrouver seul aussi, c'est parce que il doit se retrouver avec lui-même aussi, et cette partie dont il est coupé, justement. Hein. Et donc, il va devoir beaucoup finalement se reposer psychiquement, mais aussi émotionnellement, parce que ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je sais plus ce que je voulais dire, mais bon, enfin bref, voilà. En tout cas, par rapport à l'épuisement, il y a un véritable épuisement, et souvent, il y a une mauvaise attribution de l'épuisement qu'on ressent ou qu'on vit. C'est-à-dire, on va dire, c'est le travail, ça va être, c'est toujours quelque chose à l'extérieur en général qui est pointé du doigt, et parce qu'il n'y a pas réellement la conscience du prix à payer sur le plan des ressources émotionnelles et cognitives qu'un tel comportement avec un faux self demande. Mais donc cela expliquerait, Arnaud, l'extrême difficulté pour l'évitant de rentrer à l'intérieur de lui et rentrer dans une logique introspective par rapport justement à ce faux self, parce qu'il y a un risque je dirais, d'effondrement. Il y a un risque d'effondrement psychique, et donc ça, ils le savent instinctivement, hein, c'est ça. Puisque dès le départ, ce qu'ils ont décidé de faire inconsciemment, je rappelle quand même que les expériences, c'est sur des bébés qui ont entre 12 et 18 mois, ils le mettent pas du tout en place de manière consciente. Donc ici, le but, c'est toujours le même, c'est surtout, je ne veux pas ressentir ce que je ressens, pourtant je le ressens, et au mieux, je ne le montrerai pas. C'est ça. C'est-à-dire, même si ça vit en moi, je sais que ça vit en moi, mon but ici, c'est de le réfréner, de renvoyer une image au monde qui n'est pas celle que je ressens. Donc, en agissant toujours de la même manière, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on coupe? Sa spontanéité, son authenticité, et on a une sensation de grand vide. Parce que, je veux dire, au-delà de la question de l'épuisement, c'est aussi toute la dimension, finalement, qu'on se coupe de soi. C'est ça. Donc, avec tous les problèmes physiques que cela engendre. Cela, oui. Je pense que Salah Eddine et moi-même avons prévu une entrevue sur la question, parce que avec des niveaux de cortisol aussi hauts, donc une hormone de stress aussi haut et qui se chronifie, toute une série de pathologies vont... Exactement, c'est la chronification du stress. La chronification du stress, c'est ça. Et en fait, tout ce que tu viens de dire, Arnaud, quand on lit un tout petit peu enfin en tout cas ici on a une douzaine d'études sur la question, et c'est extrêmement alarmant, c'est-à-dire Rasco et compagnie en 2017, remplissage du vide, le vide dont tu viens d'ailleurs de parler. L'activité sensorielle et sociale sert de patch émotionnel, comblant provisoirement l'absence de résonance affective. C'est en fait, on va chercher à compenser ce vide par ces activités, comme on en a dit. Évitement de l'introspection, tu viens de le dire. La succession d'expériences stimulantes occupe l'espace mental et empêche d'affronter le vide intérieur ou la conscience fragmentée. Le but ici, excuse-moi de te couper, Mali, mais le but ici, c'est de ressentir. C'est ça. Donc quand on se coupe de soi, on ressent plus rien. C'est ça. Donc ces activités dopaminergiques vont permettre de ressentir ça. Mais les expériences rapportées quand même par pas mal d'évitants par rapport à cette recherche de dopamine au travers de différentes activités, il y a des témoignages qui disent quand même que lorsqu'on revient à soi, c'est-à-dire hors activité produisant de la dopamine, on sent à nouveau un grand vide, mais un vide plus grand que la fois précédente. Plus grand que avant qu'on parte justement vers cette activité. Et j'allais justement te citer cette étude-là. C'est une étude d'Anne Glosser et Gross en 2013. Donc c'est un cycle auto-entretenu. C'est exactement ce que tu viens de dire. Donc il y a un vide, une stimulation intense, une retombée, un nouveau vide et une nouvelle stimulation qui est nécessaire, comme dans une espèce de boucle. Voilà. Donc moi, ce que je voulais donc maintenant te demander, c'est que est-ce que finalement, ce faux self, est-ce que c'est le personnage
que l'on rencontre lorsqu'on rencontre l'évitant en relation. C'est-à-dire qu'en fait, quand l'évitant rentre en relation, on sait que le faux self joue un rôle de recherche de chaleur relationnelle. Est-ce que la personne qu'on rencontre et qui vient quelque part nous séduire dans une dynamique où justement il y a une image idéalisée de lui-même ou d'elle-même, est-ce que cette personne que l'évitant arbore et met en avant dans les prémices de la relation, dans ce qu'on peut appeler éventuellement la lune de miel, c'est ce faux self qui n'est pas activé, c'est cela? Donc quand il se présente à son amoureux ou amoureuse, en général, il est avec un faux self. Un faux self, on va dire, encore amélioré, affiné, hein, parce que ça va aussi dans ce sens-là. D'accord. Et toujours pour correspondre aux attentes, en fait, de l'être aimé. Je cherche de la chaleur, je cherche de l'amour, je cherche un rapprochement avec une personne qui me plaît. Eh ben, je vais me mettre au diapason. C'est-à-dire que je vais essayer de correspondre le plus possible aux attentes de l'autre pour pouvoir lui plaire, et moi, donc, en échange, bénéficier de ce que je recherche, c'est-à-dire cette chaleur, cette affection. Et finalement, c'est toujours la même scène primale qui est jouée. C'est la personne d'attachement qui change, mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire je m'adapte à mon environnement pour pouvoir bénéficier de choses dont je pense que je ne bénéficierais pas si j'étais réellement moi-même. Alors je renvoie à ce que tu viens de dire, tu as fait une entrevue avec moi-même d'ailleurs sur l'approche amoureuse de l'évitant, où tu parles du dessin projectif, c'est de ça dont tu parles ici. Oui, c'est ça. C'est ça, donc j'invite nos auditeurs et ceux qui visionnent cette entrevue de regarder ce dialogue qu'on a pu avoir sur l'approche amoureuse de l'évitant. Mais donc Arnaud, si à un moment donné, ce faux self est présenté et qu'il est en mode affiné, justement, et qu'il adopte justement le dessin projectif du partenaire, ici, l'évitant, dans cette première phase, cherche à essayer de combler un paradoxe qui consiste à, quelque part, chercher et recevoir une chaleur relationnelle, tout en ne mettant pas trop en avant, éventuellement, son besoin de distance, son besoin, justement, de non-attachement, c'est-à-dire le fait qu'il ne cherche certainement pas à s'attacher, qu'il ne veut certainement pas être vulnérable, mais qu'il a quand même besoin de cette chaleur relationnelle. Donc le faux self va venir éventuellement inconsciemment ici aider l'évitant à obtenir ce qu'il n'obtiendrait pas s'il présentait les choses, on va dire, plutôt sous son jour, où il dit, voilà, je veux de la distance, je ne veux pas m'attacher, je ne veux pas être vulnérable, je ne veux pas d'intrusion. Du moins, c'est ce qu'il pense. Et en réalité, il n'a pas tort. Il n'a pas tort pour une raison, à mon avis, bien précise ici, c'est que il faut avoir suffisamment confiance en ce que nous sommes, et ce qui n'est pas le cas de l'évitant. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que cette partie dont il s'est coupé, finalement, il ne l'a jamais confronté au monde, à l'environnement. Donc il n'a jamais pu recevoir des validations par rapport à ça, ni lui-même en retour faire des ajustements par de l'introspection. Puisque ça, il s'en est coupé, il veut rien savoir de ça, il veut juste éviter de ressentir ces sensations-là. Du coup, il arrive comme un personnage qui n'a pas d'expérience avec cette dimension de lui-même. Donc, à juste titre, si jamais il se disait, tiens, je vais quand même essayer de faire ressortir ce qui est là au fond en moi pour aller vers mon amoureux ou mon amoureuse, évidemment que ça n'irait pas. Ça n'irait pas pour une raison simple. C'est que c'est quelque chose qui a grandi, qui est resté, qui a fonctionné et qui a tourné surtout en vase clos, cette intériorité. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette intériorité, finalement, dans ce dont il s'est coupé ? On a des peurs, on a des sensations négatives, on a des aversions émotionnelles, on a des croyances, des cognitions qui sont directement dirigées par de la peur. Une insécurité. On a aussi des sortes de dogmes
de croyances figées, figées pour une raison simple, c'est que ça tourne en vase clos. Et c'est là depuis très longtemps. Donc, si je peux même pas, je veux dire, on est plus jeune, on discute avec les amis, on a certaines pensées sur certaines choses, on confronte ces pensées, il y a un débat contradictoire, ça nous permet de nous repositionner, d'intégrer de nouvelles idées ou de s'opposer à certaines idées, etc., etc. C'est comme ça qu'on se construit. Mais si on n'a pas joué le jeu pour les raisons qu'on connaît dès le départ, avec cette partie qu'on laisse cacher, justement parce que ça nous sert de protection, de protection. Le faux self sert de protection et agit comme un sas de sécurité pour ne pas accéder à cette dimension-là intérieure. Et que cette dimension intérieure, on n'a pas laissé finalement se déployer et pouvoir se tester. Rappelons, tout début, c'est quoi? L'enfant, il est spontané, créatif, authentique. D'accord. Il s'est coupé de tout ça. Il ne peut pas être authentique, il ne peut pas être spontané, il ne peut pas être créatif. C'est ça. Pour toutes les raisons qu'on connaît. Oui, c'est ça. Donc, du coup, il ne peut pas être lui-même. C'est ça que ça veut dire. Oui, c'est ça. Donc, s'il ne peut pas être lui-même, cette partie qui est lui-même, mais qu'il cache profondément, eh ben, elle reste à un état embryonnaire. Et donc, ça donne quoi? Eh ben, ça donne une sorte d'identité cachée qu'on pourrait presque qualifier d'identité sauvage, pas au sens de barbare, évidemment, mais sauvage dans le sens un territoire qui n'a jamais été visité. On va dire une identité non travaillée, plutôt. Une identité non explorée. Alors, je veux dire, eux sentent toutes ces choses-là, mais ils s'interdisent d'aller regarder trop profondément parce que ça fait peur, et surtout, ils ne la proposent pas à l'extérieur pour avoir un retour. C'est ça, et c'est pour ça qu'ils ont énormément de problèmes avec la confrontation. La confrontation, souvent ce qui se passe, ça peut se passer mal pour une raison simple, c'est que ils sont habitués à être validés sur leur faux self. C'est ça. Donc si on les confronte un peu trop et qu'on bouscule un peu trop le faux self, on pète le sas de sécurité, qui est le faux self pour eux, et potentiellement on peut commencer à interagir avec l'identité primale qui est à l'intérieur. Enfin, mais tu nous parleras de cette identité primale quand on va un tout petit peu avancer dans la relation et donc dans notre entrevue. Mais donc, lui n'est pas du tout conscient que c'est un faux self ici. C'est-à-dire que pour lui, pour l'évitant, le faux self, c'est le vrai self. Oui. Mais c'est important de le dire, ça. Oui, c'est-à-dire que le faux self, c'est le vrai self. Exactement. Il faut rester parce qu'il s'est habitué à ça. C'est ça. Donc je rappelle aussi que ici le faux self, pour l'évitant, c'est quelque chose de beaucoup plus de permanent. C'est pas quelque chose qui peut enlever, retirer à sa guise. C'est pas du tout ça. C'est ça. Par contre, il sent bien que quand il est tout seul avec lui-même, que c'est plus du tout le personnage qu'il présente à l'extérieur. Mais ça, il ne s'autorise pas à le montrer autour de lui. Alors, ceux qui vivent, et ça on pourra peut-être en parler après, il y a une différence entre ceux qui vivent avec des évitants et qui vont donc avoir accès à cette identité qui ne peut pas cacher quand même H24. C'est ça. Qui se présente souvent comme un tourment, comme quelque chose de tout à fait incompréhensible, souvent pour le partenaire. Et celui, en fait, qui est en relation avec un évitant de loin. Oh, c'est ça. Il va plus facilement le cacher quand il est dans une relation où il ne vit pas avec la personne. Ah oui, je me retranche chez moi et tu ne verras pas, en fait, que ce que je vis, mes peurs, mes colères, toutes ces choses-là. Mais ça, c'est un sujet qu'on abordera un tout petit peu plus loin dans l'entrevue, justement, dans l'évolution de la relation. Là, on est toujours à la phase de lune de miel, c'est-à-dire la phase où l'image idéalisée de l'évitant, donc ce que tu appelles le faux self affiné, va jouer son rôle. C'est-à-dire, voilà, je vais me calquer finalement sur les dessins projectifs de mon partenaire pour obtenir cette chaleur relationnelle. Donc, on est dans cette phase où, justement, les partenaires décrivent une sorte de j'ai trouvé vraiment une personne extraordinaire, une personne très bien. La plupart des partenaires décrivent en fait une sorte de... Ils vivent sur un petit nuage dans cette première phase avec l'évitant, mais donc ça, c'est un faux self affiné. C'est un faux self qui, quelque part, s'est ajusté pour justement adopter le dessin projectif. Et est-ce qu'on peut ici parler justement de... Alors,
le mot hameçonnage serait peut-être un peu trop dur, mais c'est la manière ici pour l'évitant d'obtenir cette chaleur relationnelle, parce que finalement il en a besoin comme tous les autres profils, il cherche de l'amour, il cherche de l'affection, mais comme il peut pas vraiment quelque part le verbaliser d'une manière tout à fait similaire, ici le faux self va venir quelque part hameçonner le partenaire pour le faire rentrer dans cette logique d'obtention de chaleur relationnelle dont il a tant besoin. Et est-ce qu'on peut dire ici, excuse-moi d'enchaîner avec une seconde question, que quelque part c'est tout à fait normal qu'il ne puisse pas éventuellement dire ce qu'il est par rapport à son besoin de distance, par rapport à son besoin, je dirais, de ne pas être attaché, parce que finalement, s'il le disait, l'évitant ne pourrait plus recevoir cette chaleur relationnelle. Donc je reviens un tout petit peu à des remarques qu'on a pu recevoir de partenaires anxieux, finalement, même des vidéos qu'on a pu entendre sur le sujet, des gens qui disaient « Et si l'évitant était honnête ?» Finalement, pourquoi l'évitant ne se présente pas comme quelqu'un finalement qui veut de la distance, qui veut mettre la relation à la périphérie, comme quelqu'un qui ne cherche pas finalement la relation dans le sens de la codépendance. S'il se présentait comme ça et que le partenaire acceptait finalement ce qui était proposé, cela ne poserait jamais de problème. Mais la plupart des partenaires décrivent une personne qui se présente comme quelqu'un qui cherche une relation, qui cherche de la chaleur relationnelle, et justement, on va passer à la seconde phase, au moment où on va rentrer dans le dur, on va rentrer dans le réel. Là, tout à coup, un ensemble de problèmes va se présenter. Mais donc, ici, Arnaud, est-ce que tu confirmes que c'est cette phase-là qui fait que les partenaires s'accrochent, s'attachent à cette image première de l'évitant? Oui, mais d'abord, il faut revenir sur la question de honnête. Tu parles d'honnêteté. S'ils étaient honnêtes, pour être honnête, il faut quand même être pleinement conscient. Tout à fait, oui, bien sûr. Voilà, donc ils sont clairement pas pleinement conscients. Ils savent juste qu'il y a quelque chose en eux dont ils sont coupés. Et voilà, cette sensation, il ne faut pas trop la réveiller. C'est ça. Et encore moins la révéler au monde. Okay. Mais de là à dire, en fait, qu'ils ont conscience qu'il y a potentiellement un vrai self au fond, alors ça, c'est pas du tout le cas. Tout à fait, oui. Ils n'ont pas conscience de ça. D'ailleurs, on voit souvent, en clinique notamment, des évitants qui vont où la dimension de l'identité, en tout cas, va être une partie importante de la thérapie, c'est-à-dire du suivi, parce que en réalité, ils se connaissent fort peu. Mais quand on reprend la théorie de la construction de l'identité, notamment de Berger et Luhmann, on se rend compte à quel point c'est hyper important de pouvoir être confronté à son environnement, au réel, en étant soi-même. Et ici, effectivement, c'est une méconnaissance très très grande de soi. C'est-à-dire qu'on a des bribes d'informations, mais finalement, est-ce que je suis pas la prolongation de ce que maman attendait de moi, finalement? Est-ce que d'un point de vue identitaire, je me retrouve pas dans quelque chose... je ne sais, moi, je me rends compte, effectivement, que beaucoup d'évitantes, en fait, ne savent pas qui ils sont. C'est ça. Et que lorsqu'on va essayer de sonder, d'aller un peu plus loin essayer de faire ressortir certaines choses, il y a vraiment cette dimension où je me dis, mais qui je suis? Et donc c'est très important ça, parce que ça permet surtout de comprendre qu'il y a toute une partie dont ils n'ont plus du tout accès, à laquelle, ils n'ont plus du tout accès. Mais tu es en train de confirmer un livre de Donald Winnicott, donc on a cité Winnicott dans la question justement du self, dans Ego Distortions in Terms of True and False Self, donc la distorsion de l'ego en termes de vrai et faux self. Donc le résultat de cet ouvrage il dit finalement, Winnicott explique que lorsque les besoins émotionnels et l'expression spontanée de l'enfant ne sont pas reconnus par l'environnement, il développe un faux self. Ce faux self est une façade conforme aux attentes extérieures et qui masque le vrai self. Ce faux self, toujours dans le même ouvrage, agit comme un bouclier protecteur, mais à long terme, ce que tu viens de dire, il crée un sentiment d'inauthenticité et une difficulté à se sentir vivant ou connecté émotionnellement.
Exactement. C'est difficile. Ça confirme ce que tu viens de dire non, ici. ben oui, mais je suis très content que ça aille dans ce sens-là. Mais... Winnicott l'a confirmé dans Ego Distortions in Terms of True and False Self. Voilà. Je le dis juste pour les gens qui sont intéressés par ce sujet. Mais donc, c'est vrai. Donc, c'est vraiment, ici, j'essaie de mettre en avant le fait que lorsqu'on se coupe de soi, au bout d'un moment, et qu'on réfrène tout le temps ses émotions, ben, au bout d'un moment, on perd le contact avec soi-même. Et si je perds le contact avec moi-même, eh ben, je vais ressentir toute une série de choses, par exemple, négatives. Et même si elles étaient positives, je pourrais pas leur donner une attribution quelconque. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'ai recouvert ces choses-là. Et donc, ces choses-là, ces dimensions identitaires, ces fragments d'identité, de désir, de spontanéité, d'authenticité, finalement, vont exister en moi comme une sorte de... comme quelque chose de diffus, sur lequel que je peux plus nommer et sur lequel je peux pas apposer quoi que ce soit. Est-ce que c'est la notion de conscience fragmentée, cela ? Il y a là une dimension de... Oui, il y a une dimension de conscience fragmentée, mais ici, c'est encore un autre... c'est un autre rapport. C'est plutôt de dire, j'ai masqué tout ça, maintenant on me demande de faire le travail d'aller revisiter ces choses que j'ai masquées, et en fait, je les ai tellement masquées, tellement recouvertes, ben en fait, je n'y ai plus accès. Et donc, il y a un long travail comme ça où il faut ressortir les choses dans un mood un peu sécure, hein, évidemment, qui est très compliqué. C'est ça. Mais on parlera de ça un tout petit peu plus loin dans la relation. Donc, cette phase qu'on vient en train de décrire, qui est en fait ce qu'on appelle la phase de lune de miel, l'évitant vient avec ce faux self qui est affiné. Et donc, à ce moment-là, il séduit grandement le partenaire qui se voit un tout petit peu accompagné dans son dessein projectif, dans finalement ce qu'il veut vivre à l'avenir avec l'évitant. Donc tout se passe très très bien. Et là, on rentre dans la seconde phase de la relation qui est la phase suivante, c'est-à-dire on rentre dans la concrétisation de ce sur quoi on s'était un tout petit peu mis d'accord dans cette première phase où on a rencontré ce faux self affiné. Et on va aborder cette question de la concrétisation de la relation, des problèmes relationnels que cela va engendrer et de la fin de la relation dans la seconde partie de notre entrevue, Arnaud. Ok. Voilà.